Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Le Premier ministre a rencontré lundi le vice-premier ministre belge, cela après un déjeuner de travail avec certains parlementaires européens avec leur tête, Louis Michel. Django Sissoko s'est entretenu ensuite avec le commissaire de l'Union européenne chargé du développement. Le chef du gouvernement a enfin rencontré le président de la Commission de l'Union européenne, José Manuel Barroso. Le point avec nos envoyés spéciaux, Ibrahima Traoré, Aliou Touré. Palais d'Egmont à Bruxelles, le chef du gouvernement y rencontre le vice-premier ministre belge. Son pays accompagne le Mali à retrouver très vite la paix et la stabilité à travers le soutien à l'opération Serval. Leur entrevue a essentiellement porté sur la coopération bilatérale et multilatérale. Je voulais simplement confirmer que l'opération européenne peut démarrer. Nous l'avons annoncé aussi ce matin en Conseil des Affaires étrangères, puisque tout est en place maintenant pour que et le Conseil et la formation puissent démarrer rapidement sur place. La coopération au développement va aussi reprendre. Nous sommes très sensibles à cet engagement et nous poursuivrons aussi nos efforts pour organiser les élections à la date du 31 juillet. C'est l'échéance que nous nous sommes fixés. Les opérations militaires importantes sont à présent pratiquement terminées. Il reste la sécurisation et la stabilisation de ces régions. Et je pense que dans les semaines à venir, cette sécurisation et cette stabilisation produira également les effets attendus. Le Premier ministre s'est ensuite rendu à Berlemont, qui abrite le siège de la Commission de l'Union européenne. Django Sissoko a rendez-vous ici avec le président de l'institution. José Manuel Barroso annonce officiellement le lancement de la mission européenne de formation de l'armée malienne, ce qui intervient après la reprise progressive de son aide publique au développement du Mali d'un montant de 250 millions d'euros. L'UE a aussi débloqué 20 millions d'euros pour aider à la stabilisation du Mali, une somme notamment destinée au rétablissement de l'état de droit et des services publics. Barroso annonce enfin une conférence des donateurs pour le Mali mi-mai à Bruxelles. L'Union européenne est le plus grand donateur du Mali. Donc si nous-mêmes nous faisons cet effort, nous sommes dans une bonne position pour mobiliser d'autres bonnes volontés qu'il y a partout dans le monde et qui peuvent donner une contribution concrète au soutien au Mali. En vous remerciant de votre engagement, du renouvellement de votre engagement, je voudrais vous assurer que le peuple malien utilisera à bon escient toute l'aide que l'Union européenne va lui accorder à la suite de cette conférence. Développement au Mali, il en a été largement question avec Andris Piebalgs. Le Premier ministre a partagé avec le commissaire de l'UE chargé du développement les priorités du pays. Nous sommes en train de préparer le contrat d'appui budgétaire qui pourrait aider le gouvernement à donner les services de base à la population de Mali. Et le troisième, bien sûr, nous sommes aussi prêts à accompagner le processus des feuilles de route. Le Parlement européen n'entend pas rester en marge pour soutenir le Mali à faire face aux défis actuels. Certains députés, avec à leur tête Louis Michel, ont invité le Premier ministre à un déjeuner de travail. Les échanges ont essentiellement porté sur le processus politique en cours au Mali qui doit aboutir à des élections crédibles. Les parlementaires européens se sont réjouis surtout des efforts menés par les autorités de la transition pour l'atteinte des objectifs recherchés. Se mobilise pour le patrimoine du Mali. Une journée internationale organisée sous l'égide de l'UNESCO s'est tenue au siège de l'institution. Des experts venus du monde entier réfléchissent donc aux mesures urgentes à envisager pour sauver le patrimoine du Mali. 3 discours ont marqué la cérémonie d'ouverture. Il s'agit des discours d'Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO, d'Aurélie Filippetti du ministère de la Culture et de la Communication de France et la réponse de Bruno Maïga, le ministre de la Culture du Mali. Makamfin Konaté nous fait le résumé de la cérémonie d'ouverture. Lorsqu'un site de patrimoine mondial est détruit, c'est toute l'humanité qu'on prive d'une partie d'elle-même.
C'est en ces termes que la directrice générale de l'UNESCO a introduit la conférence. Selon Irina Bokova, la réparation des sites du Mali dépasse les questions matérielles. Il s'agit surtout des valeurs, des identités, en somme, un facteur de cohésion sociale. C'est par le patrimoine que le peuple trouvera la confiance de reconstruire l'unité nationale et de regarder vers l'avenir. La renaissance du Mali passera par la culture et la route du dialogue interculturel passe aujourd'hui par le Mali. Les nouvelles formes de conflits détruisent au-delà des vies humaines l'identité, les sources du savoir. Devant ce péril, il faut agir, clame Madame Bokova. De l'action, c'est bien ce que fera la France, affirme Aurélie Filippetti. D'après la ministre de la Culture et de la Communication de la France, aucun principe ne justifie de priver de son histoire un peuple. Voilà pourquoi la France s'engage aux côtés du Mali pour la sauvegarde de son patrimoine. Il s'agira dans un premier temps d'un appui institutionnel à la mise en place d'une mission d'évaluation des destructions subies pendant 10 mois par le patrimoine du Nord Mali. Puis, dans un deuxième temps, la France participera à la conservation et à la valorisation du patrimoine de Tombouctou et de Gao. La France apportera également une assistance technique aux sites maliens inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'homme riche n'est pas celui qui a de l'or plein les poches. Le véritable trésor, c'est de pouvoir compter sur les autres. Les djihadistes, en saccageant les mausolées de Tombouctou et de Gao, en brûlant les manuscrits ou en prohibant les pratiques culturelles traditionnelles dans les zones occupées, en interdisant d'écouter de la musique, en sémant la terreur, portent atteinte à ce qui fait vivre notre âme. La conférence a salué et félicité les bonnes volontés et les habitants des sites occupés qui ont fait preuve de courage pour sauver une grande partie des manuscrits de Tombouctou. Élection générale après les partis politiques, c'est au tour du Conseil national de la société civile et de certains réseaux intervenant dans le domaine des élections d'être édifiés sur la carte NINA. La carte NINA, c'est le numéro d'identification nationale. Il s'agissait également de recenser les préoccupations de la société civile en vue d'améliorer le document. Fiabilité, distribution et coûts de confection et de distribution qui sont déjà estimés à 9,59 milliards de francs CFA. Ramata Konate a suivi la rencontre, son compte rendu. L'une des préoccupations majeures de la société civile et d'autres acteurs intervenant dans la sphère électorale, c'est le nombre d'électeurs. Sur les 13 688 292 Maliens qui disposent d'un numéro d'identification nationale, on dénombre 7 150 000 électeurs, un chiffre réparti entre les anciens électeurs et les nouveaux majeurs. Si la carte d'électeur n'est remise qu'aux titulaires, des soucis existent quant au sort des cartes non retirées. Le dialogue entre les Maliens s'impose à ce niveau. Le sort des cartes qui vont rester maintenant fera l'objet de... Mais je ne peux rien dire pour le moment, il faudrait qu'on échange. Si ça dépend de moi, on fera en sorte que le titulaire soit retrouvé et qu'il nous décharge. Pour la réussite des opérations de sécurisation et de distribution des cartes NINA, le ministre délégué chargé de la décentralisation compte sur la participation des uns et des autres. La remise des cartes, je crois que vous devez encore nous aider dans la réflexion pour que ça se fasse de façon très correcte. La deuxième chose, c'est de réfléchir sur les mécanismes de sécurisation de la carte. Je veux dire que la carte ne soit pas utilisée 2 fois ou 1 fois au cours de la même opération. En ce qui concerne le spécimen de la carte NINA qui a été présenté, la société civile propose qu'on mentionne sur le verso de la carte la ville et la commune du détenteur de la carte. Pour Orokiatou Fofana, par exemple, qui habite à Banangabougou, on pourra mentionner Bamako, commune 6, au lieu de Kai, Kenyeba.
Le collectif des patriotes en alliance avec les femmes de Kati a animé un point de presse. C'était hier à la maison de la presse. Et parmi les sujets abordés, la situation politique du Mali, la question des bérets rouges, l'investiture du capitaine Ayassa Nogo, les radiés de la fonction publique, ainsi que la gestion des affaires courantes par la justice. Makan Kounate nous donne plus de précisions. Il est au micro de Fatoumata Kone. De ce point de presse, c'était d'abord de porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale notre point de vue par rapport à la situation politique que nous vivons présentement. Premièrement, c'était pour remercier les troupes françaises de notre présence au Mali, aux côtés des troupes africaines et de notre armée nationale. Et deuxième raison, il va falloir qu'on nous dise clairement quelles vont être les missions assignées aux casques bleus. Vont-ils venir pour se positionner en force tampon ou bien vont-ils venir pour nous aider à reconquérir totalement et définitivement les régions occupées du Mali? Nous partons en 5e région pour parler de la rentrée solennelle de la Jeune Chambre internationale. C'était dimanche dernier dans la salle de conférence du motel de Sévaré. Cette rencontre d'échange et de partage que les organisateurs ont voulu sobre cette année à cause de la crise que traverse notre pays a été marquée par l'adoption du plan d'action 2013, la formation sur la citoyenneté active et l'intronisation de nouveaux membres. C'est ce que nous dit Yacouba Maïga depuis Mopti. Rencontre fructueuse et enrichissante. La rentrée solennelle groupée des organisations locales de la Jeune Chambre internationale de Djenné et de Mopti l'aura été à tout point de vue. Pour les tout nouveaux présidents Kadiatou Magan Koulibaly de Djenné et Ousmane Diarra de Mopti, les challenges pour ce mandat 2013 restent la recherche d'une paix durable au Mali et la promotion du mieux-être des communautés. Ces défis interpellent la jeunesse et la Jeune Chambre internationale en tant que groupement de jeunes actifs. Nous ne pouvons pas rester en marge, non seulement de la situation présente, mais aussi nous sommes interpellés par un devoir de reconstruction. Si les membres des comités directeurs locaux et les présidents se sont engagés à relever les défis en prêtant serment, faudrait-il aussi qu'ils se constituent en modèle et agissent avec exemplarité? Comment allons-nous mobiliser l'ensemble de la jeunesse autour de nous si nous ne sommes pas en mesure de nous poser un modèle? Comment avoir la confiance de nos autorités, avoir la confiance de la communauté entière si nous ne sommes pas en mesure de nous porter en modèle? Je partage aussi beaucoup de vos visions, notamment votre attachement à faire de ce pays un grand pays, car l'espoir du Mali aujourd'hui, c'est au niveau de sa jeunesse. Signalons que la famille de la Jeune Chambre internationale s'est également élargie avec l'intronisation de 14 nouveaux membres au compte des OLM de Djenné et de Mopti. Et après l'attaque du poste de sécurité situé sur la route de Bourem, les mesures de sécurité ont été renforcées au niveau de toutes les portes d'entrée de la ville de Gao. Le trafic a été momentanément interdit sur le fleuve Niger. Et pour rappel, c'est par le fleuve que les terroristes s'étaient infiltrés la semaine dernière à Gao. Le constat de nos envoyés spéciaux, Daouda Sidiki Diarra, Massa Doumbia. Rassurer les populations à tout prix. Après les infiltrations de quelques islamistes dans la ville de Gao la semaine dernière, les forces armées maliennes ont renforcé leurs dispositifs de sécurité. Ces terroristes ont fait incursion dans la ville par le fleuve. Autour de la cité des Askia, les effectifs ont été doublés dans les différents postes. Le commandant des forces maliennes s'est rendu dans le poste de sécurité de Wabaria en premier. Ici, le colonel-major Didier Dako a donné des instructions fermes visant à semer la confusion chez les djihadistes. Mais comment vous ne saurez le savoir? Stratégie militaire oblige. Des mesures conservatoires ont été prises pour diminuer le trafic sur le fleuve Niger en attendant de voir clair. Face à ces mesures, le maire de la commune rurale de Gounzouré a appelé les pêcheurs et les femmes de la rive droite à s'organiser. Cela afin de mieux assurer l'approvisionnement de la ville de Gao en légumes et en poissons. Pour éviter des infiltrations des djihadistes, il y aura un seul point de départ et un seul point d'arrivée pour les habitants de la rive droite du fleuve Niger. Le commandant du théâtre s'est également rendu sur la route de Bourem. Ce poste a été à 2 reprises la cible des kamikazes. Selon des sources concordantes, ces kamikazes ont été formés à Tabankor, village situé à 45 km d'Anefis. Là-bas, 12 terroristes devraient apprendre à manier la ceinture explosive. Mais comme les choses se sont précipitées à l'air
leur défaveur. 5 d'entre eux ont pu être formés. Ces kamikazes seraient venus d'un pays voisin. 4 d'entre eux ont été tués par nos forces. La traque des islamistes continue dans un rayon de 100 km autour de Gao. L'actualité en Afrique, c'est l'annonce par la télévision nigérienne de l'enlèvement d'étrangers, grève et manifestations à Port Saïd, et puis le tribunal de Rabat qui interpelle les militants sahraouis. Nous commençons par le 2e anniversaire de la révolution libyenne. À l'occasion du 2e anniversaire de la révolution libyenne, les autorités ont promis dimanche d'accélérer les réformes et d'améliorer la sécurité. Le président de l'Assemblée nationale a souligné la détermination de lutter contre le terrorisme. Nous assurons nos partenaires que nous ne ferons pas de la Libye un incubateur de terrorisme. Le pays est pourtant toujours en proie à un chaos sécuritaire et sert de base à de nombreux groupes et chefs islamistes qui mènent des attaques vers les pays voisins. La télévision nigériane a annoncé hier l'enlèvement de 7 travailleurs étrangers employés d'une société libanaise de construction à Djamare, dans le nord du pays. Selon la police, il s'agirait de 4 Libanais, d'un Britannique, d'un Grec et d'un Italien. L'attaque a été revendiquée par un groupe islamiste Ansarou, une faction dissidente de la secte Boko Haram. Port Saïd est ce lundi une nouvelle fois paralysé par des grèves et des manifestations. Dès dimanche, environ 3000 personnes ont bloqué le port et obligé commerces et écoles à fermer. Elles réclament justice pour la mort de 50 personnes tuées fin janvier dans des affrontements avec la police à l'issue du procès qui avait condamné 21 personnes à la peine capitale pour leur participation aux émeutes de février 2012. Le tribunal militaire de Rabat a rendu son jugement dans la nuit de samedi à dimanche à l'encontre de 24 militants sahraouis. Les peines infligées vont de 2 ans à la perpétuité pour 8 d'entre eux. De lourdes sentences, accueillies avec soulagement par les familles des victimes. Ils étaient accusés du meurtre de 11 membres des forces de l'ordre marocaines lors de l'évacuation du camp de réfugiés de Gdim Izik et des émeutes qui ont embrasé l'Ayoun. Focus Santé maintenant, la chronique santé du jour parle de la malnutrition et de sa prise en charge à l'hôpital du Mali. Structure de 3e référence nouvellement créée, l'hôpital du Mali reçoit dans son unité de récupération nutritionnelle intensive des enfants malnutris d'autres structures sanitaires de la commune 6. Les résultats enregistrés grâce aux différents partenaires sont encourageants. 0 décès d'enfants liés à la malnutrition depuis septembre dernier. Focus Santé, c'est une réalisation de Tessira Dambélé. En service de pédiatrie de l'hôpital du Mali, la vigilance s'est accrue autour des enfants souffrant de malnutrition. La convergence des partenaires comme l'UNICEF, le PAM et Action contre la faim renforce les efforts du ministère de la Santé. Pendant les 5 derniers mois, 89 admissions d'enfants souffrant de malnutrition dans l'unité de récupération nutritionnelle intensive. Ici, on est conscient que la malnutrition est un problème sérieux aux diverses causes. Les causes de cette malnutrition chez les enfants, elles sont d'ordre multiple. Il y a les enfants de sous-poids de naissance et il y a des bébés qui ont la lactation faible ou inexistante même. Et puis les restrictions alimentaires, et puis les manques de vitamine A ou de zinc. La pauvreté aussi joue beaucoup, surtout dans le contexte malien et en général dans les pays en voie de développement. C'est la pauvreté qui est la principale cause même. Et la méconnaissance de ce qu'un enfant doit prendre comme aliment et à quel âge. La malnutrition désigne un état pathologique causé par l'insuffisance ou l'excès d'un ou de plusieurs nutriments. Insuffisance ou excès de nutriments, mais ce qui préoccupe le plus, c'est la sous-alimentation chez les enfants, puisque quand ceux-ci sont malnutris, ils sont exposés à plus de problèmes de santé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la malnutrition intervient dans plus de la moitié des décès d'enfants, bien qu'elle soit rarement citée comme une cause directe. Selon une enquête de juillet 2012, la malnutrition est bel et bien présente à Bamako, donc en commune 6.
On a fait une enquête sur la SMART pour évaluer le taux, la prévalence de la malnutrition au niveau de la commune 6. Et en juillet, cette enquête a été faite et l'enquête avait révélé que la prévalence de la malnutrition au niveau de la commune 6 est de l'ordre de 10,3%, qui dépasse un peu largement le seuil d'alerte que l'OMS recommande qui est à 10. Donc c'est pour vous dire qu'en milieu urbain, à Bamako, la malnutrition c'est une réalité, ça existe et que nous sensibilisons la population. En service de pédiatrie de l'hôpital du Mali, les enfants sont systématiquement dépistés selon le protocole national. La malnutrition en tant que telle n'est pas cause de consultation. Aucune maman ne nous vient en consultation uniquement ayant déjà l'idée que mon enfant est malnutri. Non, ils viennent pour autre pathologie. Et nous, en consultation externe, systématiquement, nous dépistons tous les enfants qui nous viennent. Donc c'est de là qu'on a des enfants malnutris. Et on les hospitalise, par exemple, quand il y a la malnutrition aiguë sévère, et ils sont hospitalisés en urénie. Et la prise en charge, elle est là parce qu'ils ont besoin des intrants qui ne sont disponibles qu'à l'hôpital, qui ne sortent pas de l'hôpital. Bon, les malnutris modérés, on leur donne aussi leur intrant, par exemple le plompinote, et on peut faire leur suivi à domicile. Mais l'arbre ne devrait pas cacher la forêt. Les ressources humaines sont disponibles, les intrants aussi pour la prise en charge, mais les pédiatres aimeraient bien ne pas hospitaliser les malnutris avec complications avec les autres enfants. Une séparation qui reste une grande aspiration chez les chargés de lutte contre la malnutrition dans la plupart des urénies du Mali. Et c'est sur cette page santé que se referme cette édition. Prochain rendez-vous, 18h-20h avec Andei Sissoko. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur leur thème. À demain.